Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui on va passer un bon petit moment ensemble parce qu'on va parler d'Intel, l'une des entreprises les plus influentes dans le monde de la technologie. On va parler de leur début dans les années 60. On va parler du coup de comment ils sont devenus le géant des semi-conducteurs qu'on connaît aujourd'hui avec tous les processeurs qu'ils fabriquent et maintenant les GPU ainsi que les autres produits qu'ils peuvent produire. On va parler aussi des innovations qu'ils ont créées, de la loi de Moore aussi, et de la rivalité avec AMD et Nvidia. Sans plus attendre, on passe à la suite. J'espère que cette vidéo vous plaira parce que j'y ai passé toute la semaine en recherche. Sur ce, on continue. Donc quoi de mieux pour parler d'Intel que de commencer par le commencement. Intel a été fondé le 18 juillet 1968 par Robert Noyce et Gordon Moore. Donc la même personne qui a créé la loi de Moore qui dit que tous les 2 ans on pourrait doubler le nombre de transistors sur une puce électronique. Cette loi de Moore a été on va dire vérifiée pendant des décennies. Aujourd'hui, avec les progrès technologiques qu'on a rencontrés ces dernières années, on commence un petit peu à arriver au bout, mais bon, quand vous voyez que voilà, on a commencé dans les années 60, il avait quand même vu juste. Donc suite à la loi de Moore, du coup on va parler aussi, c'est bien de lancer une start-up, mais il faut lever des fonds. Le premier investisseur à être connu était Arthur Rock, qui injecta du coup 2,5 millions de dollars dans l'entreprise. Intel aussi tire son nom en réalité donc de 2 mots, Integrated Electronics, donc Intel, ça fait plus stylé. À l'origine, ils voulaient appeler l'entreprise NM Electronics, mais suite à une étude de marché, ils ont préféré se retourner vers Intel. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec eux. Intel, c'est plus joli que NM Electronics. Donc c'est parti, on va attaquer, si je peux dire, la visite guidée. Sans plus tarder, on va passer au premier produit qu'ils ont créé. Donc la mémoire SRAM, elle a été créée en 1969, enfin du moins commercialisée en 1969. Elle servait principalement à stocker temporairement les données de manière rapide afin que les processeurs puissent les traiter par derrière. Pourquoi on l'appelait statique? C'est parce qu'elle conservait les données tant qu'elle était alimentée en électricité, contrairement à la mémoire DRAM, Dynamic RAM, qui avait besoin d'être rafraîchie en permanence. Elle n'en avait pas besoin. Donc les avantages de la SRAM, c'était qu'elle utilisait du coup souvent 6 transistors par cellule pour stocker chaque bit, donc des chiffres de 0 à 1. Grâce à cette architecture, la SRAM était plus rapide que la DRAM, plus fiable parce que du coup elle ne nécessitait pas un rafraîchissement constant et surtout elle consommait moins de courant. Donc même si à l'époque je pense pas qu'ils s'en souciaient de trop, je pense que c'était surtout un gain, on va dire, tarifaire et peut-être pour la chaleur aussi, pour que ça chauffe moins. Donc du coup, on a vu un petit peu ce qu'était la SRAM et la différence avec la DRAM, mais à quoi du coup pouvait-elle servir? Déjà, on l'a vu pour la mémoire cache pour les processeurs afin de redistribuer les informations. Elle servait aussi toujours pour les processeurs, pour les registres. Du coup, c'était pour pouvoir faire en sorte que les processeurs aient un espace de travail rapide. Et elle a servi aussi dans les premières calculatrices électriques. Et pourquoi, du coup, la SRAM était-elle révolutionnaire? L'ancien modèle était beaucoup trop lent. C'est-à-dire, c'était avant des bandes magnétiques, des mémoires à tort de ferrite, ou alors c'était beaucoup trop encombrant ou trop cher. La SRAM a permis de miniaturiser, on va dire, les composants, d'accélérer la vitesse de traitement et du coup de réduire la consommation d'énergie en ouvrant aussi la voie aux premiers ordinateurs, on va dire, personnels. Mais ça sera dans un premier temps plutôt des ordinateurs professionnels. Donc on arrive au premier processeur d'Intel, le 4004, donc qui est sorti en 1971. C'était le premier microprocesseur commercialisé au monde. Donc c'est quand même une dinguerie. Ça veut dire qu'avant Intel,
personne n'avait créé de microprocesseur. Donc c'était une vraie révolution dans le monde de l'informatique. Qu'est-ce qu'un microprocesseur? Ben, c'est ni plus ni moins que le cerveau de votre ordinateur. C'est lui qui va exécuter toutes les informations de calcul, de logique, de décision afin de permettre à l'ordinateur de fonctionner correctement. Avant le 4004, les processeurs étaient vraiment composés de circuits électroniques séparés. C'était énorme, hyper complexe, c'était vraiment très peu fiable. Et surtout, ben, il ne pouvait pas être facilement reprogrammé. Donc ça veut dire qu'on avait un processeur, un usage. Je vous laisse imaginer les usines à gaz que ça devait être. Ça me fait penser par exemple à l'ENIAC, le premier ordinateur qui existait, qui faisait la taille d'un stade de football. Et c'était aussi super coûteux et réservé uniquement du coup à des machines industrielles. Du coup, pourquoi le 4004, en plus de ce que j'ai déjà dit, était-il si révolutionnaire? Ben, c'est surtout parce qu'il regroupait 2300 transistors sur une seule puce de silicium de 10 mm². Donc je vous laisse imaginer, hein. En gros ça fait 1 cm, ouais, 10 mm², c'est ça, ouais, ça fait 1 cm². Au lieu d'avoir plusieurs circuits séparés et qui prenaient beaucoup plus de place. La puissance de calcul aussi, elle était énorme par rapport aux anciens processeurs qui pouvaient exister. Elle exécutait environ 60 000 opérations par seconde. C'est vraiment énorme pour l'époque. Le processeur était donc un processeur 4 bits, il traitait 4 bits à la fois. Et il était programmable, contrairement, donc, comme je le disais, aux autres qui étaient vraiment faits que pour une tâche. Donc, je sais pas, un processeur pour une machine qui pousse des bouteilles, il y aura un processeur pour capter, un processeur pour donner l'ordre de pousser, un processeur pour rentrer les vérins. Enfin, voilà, j'exagère, mais grosso modo, c'est ça. Alors que lui pouvait vraiment tout faire. Et contrairement au circuit fixe, le 4004 pouvait être donc reprogrammé, comme je dis. Il pouvait faire différentes tâches. Il ouvrait la porte donc à la création de machines beaucoup plus flexibles et évolutives. Il était compact, du fait de sa petite taille, on pouvait l'intégrer dans des endroits beaucoup plus restreints. Ça permettait aussi de réduire la taille des machines, gros, on va dire en termes général. Donc c'était vraiment le top pour l'époque. Et du coup, à quoi il a servi? Ben, il a servi du coup dans des premières calculatrices, on va dire électroniques évoluées, comme la Busicom 141 PF. Il servait toujours pour le contrôle industriel, comme je le dis, pour des machines, et dans les premiers systèmes embarqués. Donc on l'a trouvé dans des alarmes, des gestions d'ascenseurs, dans certains prototypes aussi de consoles de jeux. Donc on commençait déjà à étudier la voie du jeu vidéo. Et pourquoi c'était une révolution? Parce que, comme je l'ai dit, c'était la première fois que qu'il y avait un processeur si petit. Ça permettait de réduire la taille et les coûts, et ça a ouvert la voie à la création des ordinateurs personnels aussi. Ça a continué petit à petit de contribuer, on va dire, à l'amélioration et à la recherche pour pouvoir développer des ordinateurs personnels, on va dire, assez compacts pour rentrer dans les salons de monsieur et madame tout le monde. Du coup, on continue d'avancer dans le temps. Nous voilà en 1972, donc l'Intel 8008 sort. C'est le premier microprocesseur 8 bits, cette fois-ci, commercialisé au monde. Donc il a directement hérité la technologie qu'il embarquait du 4004, mais avec des capacités supérieures. Le 8008, donc c'était grosso modo une version améliorée du 4004, d'ailleurs en double. Le 4004 4 bits, le 8008 8 bits et 2 x 4 8, donc c'était plutôt logique. Ils se sont pas trop cassé la tête, mais en attendant c'était efficace. Donc c'était du 8 bits à la fois contre 4 pour le 4004. Ça permettait de manipuler des nombres plus grands et d'effectuer des opérations plus précises. L'architecture du coup permettait de traiter des nombres entre 0 et 255 contre 0 à 15 pour le 4004. Ça augmentait considérablement la complexité et la puissance des calculs. Et du coup, il contenait 3500 transistors contre 2300 pour le 4004. Il a été fabriqué donc en technologie PMOS. Donc c'était moins rapide que la NMOS du 4004, mais plus facile à produire.
La vitesse était quand même accrue, il pouvait fonctionner à une fréquence de 500 kHz contre 740 kHz pour le 4004, mais vu qu'il avait plus de bits, il compensait de cette manière-là. Donc le bus d'adressage était élargi, il utilisait un bus d'adressage de 14 bits lui permettant d'adresser 16 kilooctets de mémoire. Alors nous, ça nous paraît ridicule, mais pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Par exemple, le 4004, lui, en avait 4 fois moins, il n'avait que 4 kilooctets et c'était déjà révolutionnaire pour son époque. Ça signifie du coup qu'il pouvait gérer des programmes plus complexes et plus longs que son ancêtre, le 4004. À quoi a servi le 8008? Ben, il a servi du coup dans les premiers terminaux d'ordinateurs, donc le Computer Terminal Corporation. Ça, c'était la société qu'il a créée. Il a servi aussi du coup dans les micro-PC. Ça, c'était plus des PC expérimentaux. Il servait toujours dans l'automatisation industrielle, je vais y arriver. Donc ça, c'était plus pour des robots industriels, des automates, etc. Et pour la télécommunication dans les systèmes de téléphonie. Pourquoi c'était révolutionnaire pour l'époque? Ben, toujours pareil, l'architecture 8 bits, donc qui continue d'évoluer, de s'améliorer, des nombres plus grands dans les calculs, des instructions plus complexes, une mémoire plus vaste, donc du coup plus de tâches complexes aussi et lourdes. Donc ça va grandement servir pour améliorer la qualité de travail dans l'industrie et dans l'informatique. Et ça a ouvert forcément encore la voie à un développement informatique encore plus poussé. En 1974, du coup, il sortira le 8080, directement hérité du 8008. C'est le premier microprocesseur qui sera intégré dans un PC, donc l'Alter 8800. Et c'est aussi du coup le premier processeur qui lancera l'architecture x86. Et d'ailleurs, on utilise toujours ce type d'architecture de nos jours. Donc du coup c'est le processeur qui montrera, du coup je vais l'expliquer après, qu'on peut être à la fois compact, puissant et abordable, et ça permettra du coup beaucoup d'évolution pour la suite. Donc on va dire que visuellement il n'était pas si différent de ses prédécesseurs. Par contre ça avait vraiment plus rien à voir côté performance. Il est 10 fois plus rapide que le 8008. Il a été du coup utilisé dans l'ordinateur Alter 8800 comme je l'expliquais. Donc il a souvent été considéré comme le premier vrai microprocesseur complet. Il était directement inspiré du 1008 avec beaucoup d'améliorations, une architecture plus puissante et plus polyvalente, la x86, et c'est lui qui a réellement lancé la révolution des micro-ordinateurs. Donc il pouvait adresser jusqu'à 60 kilooctets de mémoire contre 16 pour le 8008. Il possédait plus d'instructions et une architecture améliorée, ce qui le rendait plus facile encore à programmer. Il a introduit une interface système plus simple pour faciliter la création des cartes mères, parce qu'avant ça c'était quand même la galère. Il utilisait donc une architecture basée sur 7 registres de travail A, B, C, D, E, H et L. Ça permettait d'exécuter des opérations beaucoup plus complexes avec moins d'erreurs. Le jeu d'instructions étendu donc possédait 75 instructions contre 48 pour le 8008. Ça permettait de gérer directement les opérations logiques, arithmétiques et le contrôle des flux. Le bus de données de 8 bits plus le bus d'adressage de 16 bits ont contribué aussi à sa performance. Le bus de données permettait de manipuler les données en 8 bits et le bus d'adressage permettait lui d'adresser jusqu'à 64 kilooctets de mémoire, 4 fois plus que le 8008. Donc c'est vraiment énorme. Il fonctionnait aussi avec une seule alimentation de 5 volts au lieu de 2 pôles de 5 volts plus et moins et 12 volts sur le 8008. Donc ça simplifiait vraiment la conception des cartes mères, parce que au niveau des étages d'alimentation c'était beaucoup moins le bordel quoi. Il fonctionnait avec une fréquence de 2 MHz contre 500 kHz pour le 8008. Là du coup le gap c'était vraiment c'était énorme pour l'époque. 500 kHz passer à 2 MHz,
c'est vraiment un truc de fou. Et ça lui donnait une capacité de traitement environ 10 fois supérieure à celle du 8008. Et il a servi du coup dans les premiers micro-ordinateurs comme l'Alter 8800, les systèmes embarqués, donc dans les machines industrielles, les robots toujours, mais du coup je vous laisse imaginer on va dire, pas la qualité, mais l'évolution dans la robotique industrielle. Les premiers systèmes d'exploitation sont arrivés avec Microsoft DOS. Et dans les périphériques, il était utilisé dans les premiers claviers, imprimantes et contrôleurs de disque dur. Donc du coup là je vais sauter un petit peu quelques années en vous citant juste les sorties parce qu'il n'y avait pas, on va dire, d'énormes avancées, mais il faut quand même le savoir, c'est juste pour l'histoire. Donc en 1978 sortait l'Intel 8086, premier processeur x86 16 bits, donc c'était le début de l'architecture qui va dominer le marché. En 1981, IBM choisit Intel pour les processeurs de ses ordinateurs et en intégrant le 8088 dans son premier PC, et du coup l'architecture x86 devient enfin le standard. L'Intel 8086 du coup sera le processeur qui donnera naissance à l'architecture x86 standardisée, celle qui est encore utilisée du coup dans la majorité des PC d'aujourd'hui, et c'est ce qui va vraiment poser les bases des ordinateurs modernes. Le Intel 8086 était le premier processeur 16 bits d'Intel. Il pouvait manipuler des nombres et des instructions de 16 bits, soit des valeurs jusqu'à 65 535. Il possédait une architecture à segments pour gérer plus de mémoire. Il introduisait une compatibilité ascendante avec les anciens processeurs 8 bits comme le 8080. Donc du coup on avait de la rétrocompatibilité, ça c'est vraiment pas mal. Pourquoi le 8086 était-il révolutionnaire? Tout simplement par rapport au bus de données de 16 bits. Par rapport au fait qu'il pouvait utiliser un bus d'adressage de 20 bits, lui permettant d'adresser jusqu'à 1 méga de mémoire. Donc là, on commence à arriver sur des mémoires en mégas, contre 64 kilooctets pour le 8080. Le jeu d'instructions étendu, il supportait plus de 100 instructions, de nouvelles opérations arithmétiques, logiques et des sauts conditionnels. Il introduisait aussi des instructions pour la gestion des chaînes de caractères, copie, comparaison, etc. La segmentation de la mémoire aussi, elle était divisée en segments de 64 kg, donc code, données, piles, extra. Ça permettait de contourner la limite des 64 kg en combinant plusieurs segments. Et c'était une solution temporaire, on va dire, avant l'arrivée de la gestion de la mémoire réelle du 80-286, un des prochains Intel. La compatibilité avec le 8080 et le 8085 était du coup géniale parce que ça permettait de récupérer aussi des avantages des anciennes architectures, et ça permettait aussi aux développeurs de réutiliser du code déjà existant afin de réduire les coûts. Et là, au niveau vitesse et performance, donc il fonctionnait entre 4,77 MHz et 10 MHz selon les modèles. Donc grâce à sa capacité à gérer plus de bits à la fois, il était en gros plus de 10 fois plus rapide que le 8080. Donc si on prend la logique depuis le début, chaque fois, grosso modo, on était à peu près 10 fois plus rapide de génération en génération. Donc là c'est vraiment une course effrénée à la performance à chaque fois. C'est un truc de fou. C'était aussi donc le premier processeur à être intégré dans des PC de marque. IBM donc en ont fait leur processeur de prédilection. Les systèmes embarqués pour les appareils industriels ont continué à utiliser Intel avec le 8086, et les jeux vidéo, donc premier jeu d'arcade, premier jeu sur PC qui tournait sur des processeurs basés sur le 8086. Les systèmes d'exploitation, du coup MS-DOS développé par Microsoft, qui a été écrit pour le 8086, et du coup les jeux d'instruction du 8086 sont devenus la base des processeurs Intel, et AMD même aujourd'hui utilise aussi encore ce procédé là. Ça a permis de développer donc des PC compatibles, donc IBM l'ont prouvé avec leur PC, et Microsoft ont développé autour de ce processeur là le DOS, et ça a permis d'ouvrir vraiment entre IBM, Microsoft et Intel, on avait un combo
gagnant de 3 entreprises pour avancer dans le monde de l'informatique et créer des ordinateurs performants et évolutifs. Du coup, on se rapproche petit à petit de notre époque. On n'en est pas encore, hein. À notre époque, on fait un saut d'une décennie. En 1982, donc sort l'Intel 80286, le 80286. Donc là, on entrait dans une nouvelle dimension par rapport au processeur. C'était le processeur donc, qui permettait de passer de l'ère des PC, des bureaux basiques, à l'ère des ordinateurs multitâches et professionnels. Il s'agissait d'un processeur 16 bits capable de fonctionner en mode protégé. Donc le mode protégé permettait aussi de protéger les données dans les programmes. Le seul défaut, c'est que pour en sortir, il fallait redémarrer l'ordinateur. Il était compatible avec le 8086, donc on gardait toujours la rétrocompatibilité. Il gérait une mémoire bien plus grande et plus efficace que le 8086. Il pouvait fonctionner aussi en multitâche, chose que les autres processeurs d'avant ne pouvaient pas trop faire. Ils exécutaient du coup plusieurs programmes en même temps, un petit peu comme nos processeurs d'aujourd'hui. Le bus d'adressage, il était de 24 bits, il pouvait adresser jusqu'à 16 mégas de mémoire, contre seulement 1 méga pour le 8086. C'était une avancée énorme à l'époque, parce que la limite de 1 méga, c'était devenu vraiment trop contraignant. En même temps, aujourd'hui, je vous laisse réfléchir à ce qu'on fait avec 1 méga. Pas grand chose. Donc le 80-286, il introduisait un mode protégé, comme je le disais. Donc les zones de mémoire, elles étaient protégées contre l'écrasement, c'est-à-dire que si vous développiez, mettons, un programme que vous étiez en mode protégé, ben, ça évitait que, en faisant une erreur, vous perdiez tout votre développement. Et une fois que vous auriez redémarré votre PC, du coup, vous pourriez supprimer certaines zones. Ah oui, la gestion de la mémoire virtuelle, donc d'assurer une meilleure stabilité du système. Le problème donc du coup de ce mode là, en effet, pour le désactiver, il fallait redémarrer le PC. La meilleure gestion aussi de la mémoire, parce que grâce au mode protégé, le système d'exploitation pouvait allouer dynamiquement la mémoire. Ça veut dire que il s'optimisait tout seul. Ça permettait d'exécuter plusieurs programmes en même temps et sans créer, on va dire, des conflits entre les programmes. Donc ça a entraîné, comparé aux processeurs précédents, des performances vraiment accrues. Le 286, c'était environ 3-4 fois plus rapide que le 8086 à fréquence égale. Il fonctionnait entre 6 et 25 MHz, donc selon les versions. Donc là, on commence à arriver sur des fréquences beaucoup plus importantes. Ça a ajouté plusieurs nouvelles instructions aussi, notamment pour la gestion de la mémoire et des interruptions. Les instructions ont été réutilisées dans toutes les générations suivantes de processeurs x86. Je pense aussi par un souci de coût, et puis aussi, comme dit le proverbe, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Et du coup, ce processeur-là a été utilisé donc, dans les PC professionnels. La première fois aussi qu'on voyait un processeur servir pour des serveurs, grâce aussi notamment à son mode protégé. Les logiciels professionnels, donc Lotus 1.2.3 et premier traitement de texte puissant, donc ont été optimisés pour le 286. Les jeux, certains jeux sont sortis comme King's Quest ou Prince of Persia, qui ont commencé du coup à exploiter la puissance du 286 pour offrir de meilleurs graphismes et plus de fluidité dans le jeu. C'est pas le jeu d'aujourd'hui, mais c'était déjà des premiers jeux. Et le premier tâche a permis aussi au système d'exploitation de se moderniser, comme Windows 2.0 par exemple, qui a été conçu pour exploiter le mode protégé du x86. Du 286, pardon. Là, on passe aussi à une autre étape de l'histoire, donc suite au 286, qui était aussi le premier processeur à ressembler un peu plus au processeur qu'on a aujourd'hui dans nos PC, c'est-à-dire qu'il était de forme carrée, comme on peut le voir sur la photo à côté de moi. Ils vont lancer le fameux slogan Intel Inside, dont on peut voir aussi le logo à côté de moi, afin d'atteindre directement le grand public. Et en 93, ils vont changer la numérotation, qui était 80 486 ou 80 286, pour passer du coup sur les premiers noms
Donc Intel vont lancer en 93 le Pentium, processeur qui va véritablement démocratiser la puissance de calcul pour le grand public, du coup, hein, dans les PC de bureau que certaines personnes ont connus, dans les bureaux des personnes qui pouvaient se le permettre à l'époque. Ça a permis de passer de l'informatique multimédia aussi dans les foyers. Donc qu'est-ce que c'était que l'Intel Pentium? Son nom de code c'était le P5, donc P pour Pentium. Premier processeur Intel à adopter une architecture super scalaire, donc ça pouvait exécuter plusieurs instructions par cycle d'horloge. Beaucoup plus rapide, ça fonctionnait en 32 bits, donc plus de puissance pour la gestion des données et des calculs. Ça introduisait aussi la prédiction de branchement. Alors la prédiction de branchement, c'est en fait le processeur qui pouvait anticiper la prochaine instruction et ce qui optimisait le temps d'exécution. Il pouvait parfois faire des erreurs, mais grosso modo, ça ne lui coûtait pas trop. Donc il possédait deux pipelines nommés U et V. Donc les pipelines, on va vulgariser ça par des canaux de calcul. Ils étaient capables de traiter deux instructions du coup en parallèle, double capacité de traitement par rapport au processeur précédent. Ça permettait une exécution concurrente des instructions, ça doublait théoriquement les performances. Mais après voilà, reste à voir en fonction du mode de fonctionnement, la prédiction ou non. Le bus de données était de 64 bits. Contre 32 pour le 486 par exemple, la génération juste avant. Ça permettait de transférer 2 fois plus de données à la fois et ça augmentait massivement le débit en mémoire. Les calculs, la gestion de la mémoire, le traitement des images devenaient beaucoup plus rapide. La prédiction de branchement, du coup, le processeur devinait quelle instruction allait venir ensuite, et si il devinait juste, on avait un gain de temps. S'il se trompait, en fait ce qu'il faisait, il remettait à zéro le pipeline qui avait servi pour le calcul et ça restait globalement plus rapide qu'avec les anciens, parce que on a deux pipelines, j'en enlève un, j'en ai toujours un pour travailler, donc il corrigeait la tâche sur le second pipeline. Donc le FPU, les unités de calcul à virgule flottante, ça améliorait du coup la capacité de calcul. C'était beaucoup plus performant que sur le 486. Ça permettait aussi des calculs mathématiques beaucoup plus complexes et rapides. C'était idéal pour faire des logiciels 3D. Donc c'était aussi l'arrivée des logiciels de CAO comme AutoCAD. On avait peut-être du Photoshop aussi. Le Pentium a été le premier processeur vraiment capable de gérer des applications multimédia aussi, du jeu vidéo complexe avec des graphismes 3D, l'audio et la vidéo en temps réel et des applications de conception. Donc la gravure était en 800 nanomètres, puis ensuite 600 nanomètres. Donc première génération de Pentium gravé en 800 et ensuite on est passé à 600. Donc on va dire que la seconde était en 600. Les premières versions fonctionnaient à 60 MHz et ensuite on est passé à 66. Et certaines versions du coup, quand ils les ont améliorées, elles sont passées à 200 MHz. Donc c'était vraiment le début des processeurs puissants. Et c'était aussi l'arrivée de Windows 95. Levez le bras ceux qui ont connu, j'allais être méchant, j'allais dire cette daube. Franchement, oui, si on compare au système d'exploitation d'aujourd'hui. Mais bon, Windows 95, personnellement, j'ai travaillé dessus. C'était quelque chose, quoi. C'était déjà le début de l'informatique moderne, on va dire. J'ai failli oublier un petit détail. C'est juste un petit détail un petit peu croustillant. Donc, dans chaque, on va dire, entreprise, il y a des petits couacs parfois. Le Pentium en a connu un aussi à son époque. Donc c'était un processeur à intégrer le FPU, les unités à virgule flottante. Il a rencontré un bug en fait sur cette partie de son fonctionnement. Ça a causé des erreurs de calcul dans certaines opérations mathématiques. Donc Intel ont commencé par minimiser le problème face au grand public. Mais finalement, vu l'ampleur des dégâts, ils n'ont pas eu d'autre choix que de remplacer tous les processeurs défaillants à titre gratuit. Alors c'est vrai que ce scandale a fait énormément de bruit à l'époque, mais malgré tout, vu les performances qu'il avait, le Pentium est resté vraiment un énorme succès.
Donc en 95, à force d'efforts et d'innovation, Intel deviennent, on va dire, les leaders du marché, grâce aussi à Microsoft Windows qui les exige pour leur PC et pour leur système d'exploitation. En 95 toujours, Intel sort le Pentium Pro. Donc là, on sortait du monde du grand public pour entrer dans les stations de travail haut de gamme et notamment dans les serveurs. Donc le Pentium Pro, son nom de code était le P6. C'était un processeur conçu principalement pour des applications professionnelles exigeantes et il marquait une rupture technologique avec l'architecture du Pentium classique. Pourquoi du coup il était révolutionnaire? C'est tout simplement parce qu'il avait une architecture out of order, donc en exécution désordonnée. Le Pentium était le premier processeur x86 à exécuter les instructions dans le désordre afin de pouvoir faire en sorte d'être plus flexible au niveau des calculs. Il analysait les instructions en attente et ensuite il les exécutait dans l'ordre le plus efficace. Donc le résultat, c'est qu'on avait moins de cycles de CPU sacrifiés, plus de rapidité dans le traitement parallèle des tâches. Et le Pentium Pro donc, avait une micro-architecture dite RISC-like en interne. Les instructions x86 complexes étaient converties en micro-opérations, donc micro-ops, plus simples. Et les micro-opérations étaient ensuite exécutées de manière optimisée par le pipeline. Ça permettait une exécution plus rapide des instructions complexes. Il intégrait aussi un cache L2, donc directement sur son PCB, en fait, sur la partie en silicium. C'était le premier processeur Intel à intégrer un cache L2 directement sur le package et pas sur le die par contre. La puce du processeur était montée à côté de la mémoire cache L2, donc sur le silicium, dans le même encapsulage. En fait, ils avaient mis donc un IHS et on avait à l'intérieur une partie cache et une partie processeur. Le cache était de 256 kg à 1 mégaoctet. Il fonctionnait à la même vitesse que le processeur, ce qui donnait un énorme gain en vitesse. Le cache rapide permettait un accès immédiat aux données en accélérant du coup le traitement. C'était une architecture 36 bits contre 32 pour le Pentium classique. Donc il était capable d'adresser 64 Go de mémoire physique au lieu de 4. Par contre, ça rendait vraiment idéal pour les tâches professionnelles, les serveurs. Et il avait vraiment du mal à tourner sur des PC par contre classiques qui parfois pouvaient rencontrer des soucis. Le Pentium Pro par contre possédait un pipeline d'exécution de 14 étapes contre 5 pour le Pentium classique. Il permettait aussi une augmentation de la fréquence de fonctionnement jusqu'à 200 MHz. Mais il y avait certaines erreurs de prédiction de branchement qui étaient quand même plus coûteuses du coup. La prédiction de branchement a été quand même grandement améliorée. L'algorithme de prédiction était plus précis. Donc il y avait moins d'erreurs, moins de cycles CPU perdus, un gain en efficacité. Le seul souci, voilà, c'est qu'il fallait faire gaffe. On pouvait avoir des erreurs qui, elles, seraient beaucoup plus coûteuses si jamais elles arrivaient. Là, on arrive en 1999 maintenant, donc on a sauté quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé à un moment donné d'AMD quand j'ai parlé de l'architecture x86. Justement, là, AMD ne se contentait plus d'être des suiveurs. Ils ont sorti cette un processeur, donc le Athlon, qui atteignait, du coup, c'était le premier processeur à atteindre le gigahertz. Là, ils sont venus vraiment donner un gros coup de pied dans la fourmilière. Ils avaient une seule ambition claire, c'était battre le Pentium 3 en termes de performance brute, proposer un processeur capable de gérer donc le multimédia, les jeux, les calculs lourds avec une efficacité sans commune mesure, prendre des parts de marché sur le haut de gamme des processeurs grand public et battre Intel finalement à son propre jeu. Donc le premier Athlon était gravé en 0,5 micromètres, soit 250 nanomètres. Puis rapidement, donc, ils l'ont basculé en 0,18 micromètres, soit 180 nanomètres. Et il a été lancé donc, avec des fréquences allant
de 500 MHz à 1 GHz. Le premier à atteindre cette barre, c'était celui-là. Les autres avant se comptaient uniquement en MHz. Il utilisait donc l'architecture entièrement nouvelle par rapport à tout ce qui s'était fait jusqu'à présent. C'était la K7. Donc pourquoi il était si performant? Déjà, il avait repris comme le Pentium Pro, donc l'exécution en out of order. Il était capable de réorganiser l'ordre d'exécution des instructions pour maximiser son efficacité au niveau du pipeline. Ça permettait une meilleure utilisation des unités d'exécution et ça réduisait les temps morts. Le pipeline était en 10 étapes. Donc 10 étapes contre 12 pour le Pentium 3. Donc il n'y en avait que 2 de moins, mais je rappelle que c'est un outsider, donc franchement il était loin d'être ridicule. Ça permettait d'atteindre des fréquences vraiment très élevées sans sacrifier la performance par cycle. Il reprenait aussi les unités de calcul en virgule flottante, le FPU, donc, et là pour le coup il était supérieur au Pentium 3 dans ce domaine-là. Les jeux, les applications graphiques lourdes bénéficiaient du coup d'une exécution plus rapide qu'avec le Pentium 3. Son cache L2, il était externe sur un bus aussi qui était rapide, donc il utilisait un cache L2 connecté sur un bus à 200 MHz contre 133 pour le Pentium 3. Donc il n'y a pas photo, ça offrait une bande passante beaucoup plus supérieure. Le bus EV6 à 200 MHz du coup qui était hérité du DEC Alpha. Donc le bus EV6 utilisé par l'Athlon était plus rapide et plus efficace que le bus GTL Plus du Pentium 3. Il permettait une communication plus rapide entre le processeur et la mémoire du chipset. Et du coup, là, on va passer à quelques benchmarks de confrontation. Donc, je vais vous montrer le premier sur Quake 3. Donc, l'Athlon à 700 MHz sortait 105 FPS et le Pentium 3 s'en sortait donc toujours à 700 MHz lui aussi à 89 FPS. Donc, il y a une sacrée différence entre les deux. L'Athlon venait littéralement écraser le Pentium. On continue avec 3D Mark 99. Donc à fréquence égale, tous les deux à 750 MHz. Là, on était à 5920 points pour l'Athlon et 5200 points pour le Pentium. Là aussi, il se fait écraser. On passe aussi sur les calculs scientifiques. 1120 mégaflops pour l'Athlon à 700 MHz. Le Pentium à 700 MHz, 1010 mégaflops. Enfin, c'est vraiment un truc de fou quoi. Le Pentium s'est vraiment fait écraser. L'Athlon était le premier à atteindre le gigahertz en mars 2000. AMD a réussi à dépasser Intel en performance brute dans plusieurs scénarios. Le FPU puissant a fait de l'Athlon le processeur de choix pour les jeux, les applications graphiques, etc. La supériorité aussi de son bus a contribué à son succès. Et Intel a essayé de répondre du coup par le Pentium 3 Coppermine en 2000. Donc il a rapidement réagi en lançant le Coppermine, gravé du coup en 180 nanomètres, mais ça n'a pas suffi et AMD ont vraiment dominé le marché quoi. Du coup, maintenant que AMD sont rentrés dans la course, avant l'Athlon, Intel dominait le marché sans réelle concurrence. Il y avait déjà AMD, mais on va dire qu'ils se contentaient de suivre et de faire ce qu'ils pouvaient pour pas trop être ridicule. Là, l'arrivée de Athlon a forcé vraiment Intel à innover, à accélérer leur cycle de production pour essayer de suivre la cadence. Et grâce à cette compétition entre AMD et Intel, dès cette époque, les prix ont commencé à baisser, les performances à augmenter, l'innovation a accéléré. Et c'est à ce moment-là qu'AMD est devenu un acteur vraiment sérieux et majeur du marché des processeurs. Cette rivalité a donné naissance à une course technologique qui continue encore aujourd'hui. C'est encore la guerre entre les rouges et les bleus, avec les Ryzen contre les Core. Enfin, c'est plus vraiment tout à fait pareil parce que maintenant on a tellement de performance au niveau des processeurs qu'on va dire que je pense personnellement que c'est moins palpable. Après, vous dites-le moi en commentaire si vous pensez qu'il y a vraiment encore beaucoup d'utilité
d'aller chez une marque plus que l'autre et qu'on verra vraiment la différence. Moi je pense que les deux aujourd'hui sont capables de faire du bon travail. Par contre c'est juste une question de fiabilité en fonction des séries. Du coup, pour continuer la petite histoire, donc l'Athlon a poussé AMD à lancer les Athlon XP, vu le succès qu'il avait eu. Ensuite, ils ont lancé le Athlon 64 et ils ont continué à défier Intel sur cette lancée dans les années 2000. Intel a répondu avec le Pentium 4 NetBurst, mais cette architecture s'est vraiment avérée moins efficace que le design K7 et K8 d'AMD. Et du coup, AMD a maintenu sa position dominante dans les jeux, les calculs scientifiques et les grosses tâches vraiment plusieurs années grâce à cette avancée initiale que leur avait permis l'Athlon. En résumé, du coup, l'Athlon de 99 a vraiment marqué le début de la véritable rivalité entre AMD et Intel. AMD qui ont prouvé du coup qu'ils pouvaient surpasser Intel sur le plan technique et commercial. La compétition a conduit à une accélération massive des progrès en matière de processeurs et d'architecture. Une baisse des prix aussi au niveau comment ça s'appelle, des tarifs auprès des consommateurs. Et c'est ce duel entre l'Athlon et le Pentium 3 qui a posé les bases de la guerre Intel-AMD qu'on connaît encore aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, on passe ensuite en 2000 au Pentium 4, les nouvelles architectures NetBurst du coup qui ont permis des hausses de fréquence, mais des problèmes de chauffe. Du coup, AMD gardait l'avantage avec le Athlon XP. Et en 2006, donc Intel a compris que ça servait à rien de lutter encore avec cette architecture du Pentium 4, la NetBurst. Ils sont passés sur l'architecture Core, donc qu'on connaît encore aujourd'hui, bien qu'elle ait été modifiée, mais c'était l'arrivée du coup du Core 2 Duo. Donc face à la domination d'AMD, Intel se réveille et en 2006, il décide de tout changer en lançant donc le Core 2 Duo basé sur l'architecture Core, nom de code Conroe. Donc les caractéristiques du Core 2 Duo, il était gravé en 65 nanomètres contre 90 pour les derniers Pentium 4. L'architecture du coup c'était wide issue, capacité à exécuter plusieurs instructions en simultané, le cache L2 partagé entre les deux cœurs, optimiser du coup le traitement en multitâche. Il avait une meilleure prédiction de branchement pour limiter les cycles perdus, une consommation énergétique plus basse à une baisse du TDP du coup de environ 65 watts. La fréquence allait entre 1,86 GHz à 2,93 GHz, ça en fonction de la version qu'on choisissait. Et du coup ça a été vraiment un succès parce qu'il abandonnait donc la NetBurst qui était vraiment pas fiable. Et le Core 2 Duo aussi faisait plus de travail par cycle d'horloge que le Pentium 4, donc c'était déjà vraiment des bons points. Le Pentium 4 était hyper énergivore, 100 watts de TDP contre 65 pour le Core 2 Duo, donc on est 30 à 40% moins énergivore que le Pentium 4. La compatibilité avec la DDR2, donc ils ont optimisé la gestion mémoire avec la prise en charge de la DDR2 jusqu'à 800 MHz, donc pour l'époque c'était énorme, ça permettait une bande passante mémoire beaucoup plus élevée et de meilleurs débits dans les applications gourmandes. Et du coup je vais vous montrer quelques benches pour imager tout ça. Donc sur Quake 4, le Core 2 Duo à 2,4 GHz proposait du coup 140 fps, alors que l'Athlon 64 X2 en proposait 2,6 GHz et 120 fps. Donc on a 20 fps de plus pour le Core 2 Duo, donc là c'est gagné. Sur 3D Mark 2006, du coup le Core 2 Duo, on était à 5100 points et on était à 4350 points pour l'Athlon. En TDP, le Core 2 Duo était à 65 watts alors que l'Athlon 64 était à 89 watts. Donc si je dois conclure, tout simplement, cette fois-ci, Intel sont revenus dans la course avec le Core 2 Duo. Ils ont enfin réussi de nouveau à écraser AMD avec des processeurs plus efficients. C'est le cas de le dire parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus puissants et en chauffant moins. Donc c'est vraiment efficient, le mot, il n'y a pas d'autre mot. Du coup, pendant 7 ans, Intel ont mis une tannée à AMD grâce au Core 2 Duo.
Et la réponse d'AMD va être en 2007 le Phenom. AMD a tenté de répondre en lançant le Phenom qui était basé sur une architecture K10, mais il souffrait de problèmes techniques, des bugs de TLB. Ça n'a jamais vraiment réussi à rattraper le corps de Duo, donc du coup ils ont continué à les surpasser. La domination du coup du corps de Duo a continué jusqu'à l'arrivée de l'architecture Nehalem des corps i7 en 2008. Du coup, quand on parle de 2008, on y arrive. Donc la première génération Nehalem avec l'hyper-threading et le turbo boost. Le TikTok stratégie aussi, l'introduction d'un nouveau procédé de fabrication tous les 2 ans. Donc le TIC, c'était la réduction du procédé, le TOC, nouvelle architecture. Et Intel domine AMD, donc l'architecture Core est plus rapide et plus efficace que les CPU AMD, même que les Phenom du coup et les FX. Euh, le i7 qui arrive en 2008, donc c'était le moment où Intel frappait un grand coup en introduisant une nouvelle architecture radicalement différente, la Nehalem. C'était pas juste une mise à jour du corps de Duo, c'était vraiment une révolution technique qui avait posé les bases des processeurs modernes. Donc l'arrivée de Nehalem, donc ça introduisait du coup du 45 nanomètres. Innovation majeure aussi qui ont complètement changé le marché avec le multitâche, le gaming, les applications lourdes comme le rendu 3D, la compression vidéo qui était améliorée. Donc c'était un processeur vraiment génial, 4 cœurs pour le modèle, donc le i7 920 avec l'hyper-threading. Donc chaque cœur pouvait exécuter 2 threads en simultané, 8 threads logiques. Donc cache L3 unifié jusqu'à 8 mégaoctets. Jusqu'à présent, on avait un cache L2. Là, on avait du cache de L3 de niveau 3. Le contrôleur mémoire intégré était directement dans le processeur. Donc là, il n'y avait plus de cache séparé. On était dans le processeur. La prise en charge de la DDR3 aussi, en triple canal. Donc jusqu'à 3 fois... admettons, je ne sais pas moi, 3 fois 2 Go par exemple en 1066 MHz. Nouvelle technologie Turbo Boost, donc augmentation automatique de la fréquence de votre processeur en fonction de sa charge. Et aussi un nouveau socket, donc la prise sur la carte mère qui passait au LGA 1366. Le i7 donc a révolutionné le secteur des processeurs. Donc le contrôleur mémoire était situé donc dans le chipset de la carte mère, le Northbridge. Le contrôleur mémoire directement dans le processeur, réduisant ainsi la latence et améliorant le débit de mémoire. Les résultats donc se sont vus de suite, une augmentation significative des performances dans les jeux et dans le multitâche. L'hyper-threading était de retour, donc il est apparu avec le Pentium 4, mais il a été abandonné avec le Core de Duo parce que c'était pas trop un succès à l'époque. Par contre, ils l'ont réintroduit donc sur cette génération-là et il permettait à chaque cœur physique de gérer 2 threads à la fois et il gérait du coup 8 threads en simultané et ça améliorait fortement les performances. Et du coup, là pour le coup, ils ont fait les bons réglages et ça fonctionnait super bien. Le Turbo Boost ajustait automatiquement la fréquence des cœurs en fonction de la charge et de la température. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de thermal throttling, c'est vraiment ça, c'est que votre PC va avoir du boost, mais s'il chauffe trop, il va se brider par lui-même, donc pour pouvoir éviter de trop chauffer. Là c'est pareil, il avait des sondes de température et il se boostait tant qu'il le pouvait. Si une tâche nécessitait du coup plus de puissance, le processeur augmentait automatiquement sa fréquence. Il pouvait monter jusqu'à 3,2 GHz. Donc je vous laisse réfléchir et repenser aux fréquences en kHz qu'on avait au départ, puis ensuite en mégahertz et là en gigahertz. C'est impressionnant l'avancée quand même qu'il y a eu en quelques décennies. Le processeur pouvait adapter sa puissance en temps réel en fonction de notre utilisation en fait et c'était un truc de fou. Il y avait aussi donc l'architecture qui était une architecture Quick Path Interconnect QPI, le FSB donc Front Side Bus du corps de Duo était devenu un goulot d'étranglement
Et ouais, c'était un glouton du coup, ouais. Il bouffait tout, ça servait à rien. Donc Intel l'a remplacé par le QPI qui augmentait le débit de communication entre le processeur et la mémoire jusqu'à 25,6 gigaoctets secondes. Donc c'est énorme déjà pour l'époque. Il y a quand même bientôt une vingtaine d'années en arrière, hein. Donc c'était une meilleure réactivité dans les applications gourmandes. La bande passante s'envoyait améliorer aussi. Et du coup, pour pas plus vous gonfler avec des détails techniques, on va passer sur les benchmarks. Au moins là, ça sera parlant. Je vous laisse regarder les graphiques. Donc, comme vous pouvez le voir donc, sur ce premier benchmark avec Crysis, le i7 920 à 2,66 GHz sortait 47 fps et le Phenom 2 à 3 GHz en sortait 39. Pourtant, il était à 3 GHz, il était beaucoup plus haut en fréquence, mais il n'arrivait pas quand même à surpasser le i7. Sur 3D Mark Vantage, le i7 sortait 20 100 points, alors que le Phenom 2 en sortait 16 800. Donc il se faisait latter complètement. Et en TDP, le i7 faisait 130 watts. Le Phenom, par contre, il consommait 125 watts. Donc 5 watts de moins, mais bon, ouais, on voit la puissance en moins aussi. Pour l'époque, je pense que la consommation en moins, c'était pas forcément le choix judicieux. Et je pense qu'ils auraient pu vraiment, comment dire, ils auraient pu essayer de gagner en performance, quitte à sacrifier des watts, peut-être. Du coup, là, je saute une décennie. On arrive en 2017, donc AMD sort la nouvelle architecture, la Ryzen, avec Zen, du coup. Un super rapport qualité-prix agressif, et Intel sort la même année du coup l'architecture Coffee Lake avec une augmentation du nombre de cœurs pour répondre au Ryzen. Donc c'est le moment où Intel a dû réagir face à la menace que représentait AMD avec les Ryzen. Jusqu'à cette date, ils étaient largement tranquilles avec ce qu'ils avaient mis en place avec les Core i7 de 2008 et avec des évolutions progressives chaque année du coup, mais c'était pas non plus une super innovation. Ils se contentaient juste de maintenir leur avantage dans la course. L'arrivée de Ryzen en 2017 a vraiment changé la donne et Intel ont dû vraiment se bouger. Donc AMD proposait enfin des processeurs compétitifs avec un rapport performance-prix vraiment agressif et un nombre de cœurs nettement supérieur. Intel s'était contenté d'incrémenter tranquillement jusqu'à Kaby Lake, donc la 7e génération, des performances en plus, mais là ils ont vraiment dû sortir la carte maîtresse et du coup c'était Coffee Lake. Donc la 8e génération de processeurs Intel, ils les ont sortis du coup en octobre 2017. Donc ils ont augmenté le nombre de cœurs dans ces processeurs. L'architecture restait basée donc sur le processus de gravure en 14 nanomètres, donc qui avait été introduit avec Broadwell en 2015, mais ils ont optimisé au maximum pour extraire plus de performance. Le modèle phare du coup c'était le i7 8700K qui est devenu une référence pour tous les gamers parce qu'il avait de super perfs. Donc comme je disais, hein, la gravure était en 14 nanomètres plus, donc troisième optimisation du processus de 14 nanomètres. L'introduction des 6 cœurs sur un i7 contre 4 auparavant. L'hyper-threading activé sur le i7, 12 threads disponibles. Le i5 passait du coup à 6 cœurs sans hyper-threading. Le i3, 4 cœurs contre 2 auparavant. La fréquence en turbo boost élevée jusqu'à 4,7 GHz sur le 8700K et le support de la DDR4 jusqu'à 2666 MHz. Le nouveau chipset du coup aussi sur les cartes mères, le Z370 pour gérer la nouvelle alimentation et le débit mémoire surtout. Le cache L3 a été étendu jusqu'à 12 mégaoctets sur le 8700K, ce qui laissait du coup présager de bonnes perfs. Donc pourquoi Coffee Lake était vraiment une réponse directe à Ryzen? Parce que avant Coffee Lake, Intel se limitait à 4 cœurs sur les processeurs et AMD proposait des processeurs 6 à 8 cœurs à des prix hyper compétitifs. Donc Intel à un moment donné ont vraiment été forcés d'augmenter le nombre de cœurs pour vraiment répondre à AMD avec leur Ryzen, parce que sinon ils allaient encore se prendre une tollée pas possible. Le i7 est passé donc à 6 cœurs 12 threads, le i5 6 cœurs 6 threads, le i3 4 cœurs 4 threads.
au niveau du coup des anciens i5. Donc on avait un i3 vraiment costaud quoi. Et du coup, ben, on avait de meilleures performances sur le montage vidéo, le streaming, etc. Le Turbo Boost aussi a été amélioré avec des fréquences beaucoup plus agressives jusqu'à 4,7 GHz, comme je disais. Et ça a été du coup une optimisation avec de l'architecture Skylake. Coffee Lake est basé sur la troisième version optimisée de l'architecture Skylake et a optimisé les débits de mémoire de la gestion des cœurs. Le résultat, c'était l'augmentation de l'efficacité énergétique et les performances en monocœur. Donc je vais pas plus vous gonfler avec le technique comme tout à l'heure. On va passer aux benchmarks qui seront certainement plus parlants pour certains. Donc on va commencer avec Cinebench R15. Le i7 8700K faisait 1440 points. Et le Ryzen 7 1700X du coup 1620 points. Donc on voit très bien que le Ryzen 7 s'en sort très bien en multicœur sur Cinebench. Par contre, quand on passe en monocœur, là on inverse la vapeur et le 8700K prend vraiment l'avantage à 204 points contre 163 points pour le Ryzen 7. Sur The Witcher 3 en 1080p Ultra, le i7 8700K sortait 128 fps alors que le Ryzen 7 1700X en sortait que 112. Donc là aussi, ben, en gaming, ils ont gagné. Et on va passer ensuite au TDP. Donc le i7 8700K faisait 95 watts de conso alors que le Ryzen en faisait 105. Donc ouais, ils ont quand même réussi à avoir un super rapport consommation et perf. C'est vraiment cool. Du coup, ça a vraiment marqué un tournant et Intel ont récupéré l'avantage quoi. AMD se rendant compte que Intel ont des problèmes pour passer au 10 nanomètres, ils en profitent avec Zen 2 et passent au 7 nanomètres. Donc Intel sort en 2020 Comet Lake avec une augmentation des fréquences, mais AMD reste dominant sur le multithreading. Zen 2 en 2019 a permis à AMD de mettre un coup de pied dans la fourmilière de nouveau. Jusqu'à ce moment-là, Intel était parvenu à contenir AMD grâce aux fréquences élevées et à l'architecture mature qu'ils avaient développée, mais Zen 2 a tout changé. Intel a été pris de court par plusieurs fronts et la réponse a été Comet Lake, mais en 2020 du coup. Et c'était plutôt mitigé, c'était une réponse mais un peu timorée quoi. Zen 2 ça a été la première architecture AMD à être gravée en 7 nanomètres contre 14 avant, enfin surtout pour Coffee Lake. Cette transition du coup a permis à AMD de proposer plus de cœur, une meilleure efficacité énergétique, moins de chaleur dégagée et une meilleure gestion du cache. Ils ont aussi amélioré donc tout ça avec la compatibilité avec le PCI Express Gen 4. Et ben, le modèle phare de la Zen 2 c'était le Ryzen 9 3900X avec 12 cœurs, 24 threads, 4,6 Go en boost, 70 mégas de cache total et un TDP de 105 watts. Donc ils ont contenu le TDP avec des performances de dingue. Et ben, on va l'opposer du coup au Core i9 9900K et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc sans plus tarder, on passe à Cinebench R20 en multicœur. Le Ryzen 9 3900X avait 70 070 points, alors que le i9 9900K était à 5020 points. Donc on voit qu'Intel se font écraser. En monocœur, le Ryzen avait 508 points pour 530 pour le i9. Donc on garde en fait la tradition, le monocore est beaucoup plus performant sur Intel que sur Ryzen, mais par contre en multicœur Intel se faisait défoncer. On passe maintenant sur Shadow of the Tomb Raider en 1080p Ultra. Donc le Ryzen 9 était à 139 fps alors que le Core i9 était à 147 fps. Là par contre Intel revient en force au niveau du jeu. Et au niveau du TDP, on était à 95 watts pour le Intel et 105 pour le Ryzen. Donc c'est pareil, on a un léger avantage
en TDP du moins pour le Intel. On continue du coup, cette fois-ci on passe à la gamme des 10, donc le i9 10900K. Donc c'était un 10 cœurs 20 threads avec 5,3 GHz en boost et 125 watts de TDP. Enfin ça c'était la théorie parce qu'il pouvait aller même plus haut. On va le confronter toujours au Ryzen 9 3900X pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc sur Cinebench R20 en multicœur, on était à 6315 points pour le i9, à 70 pour le Ryzen 9. Donc là c'est encore toujours pareil, on perd en multicœur. Par contre en monocœur, le i9 était à 540 points contre 508 pour le Ryzen 9. Far Cry 5 en 1080p Ultra, le i9 168 fps contre 153 pour le Ryzen 9. Et que je dise pas de bêtises, au niveau du TDP, le i9 montait à 230 watts à pleine charge, alors que le Ryzen 9 était contenu à 142 watts. Donc en fait, c'est du gros n'importe quoi. Cette génération-là a servi vraiment strictement à rien. Ils auraient gardé la génération d'avant, c'était déjà pas ridicule par rapport à celle-ci. Ils se faisaient latter encore un petit peu, mais finalement ils auraient mieux fait de développer une génération un peu mieux que ça, quoi. Après ils ont fait ce qu'ils ont pu. Du coup on commence à arriver donc sur notre époque actuelle, les processeurs hybrides donc, qui ont été introduits en 2021 avec la génération Alder Lake, donc avec les P-Core et les E-Core. Intel avait retrouvé son souffle après des années de domination d'AMD avec les architectures Zen 2 et Zen 3. Alder Lake a marqué vraiment le retour en force pour Intel grâce à une approche vraiment différente, une architecture hybride avec ses corps et ce qui se fait un petit peu dans les smartphones. Intel est passé d'une course à la fréquence pure à une révolution architecturale. De toute manière, c'est vraiment ce qu'il fallait qu'il fasse. Il se contentait jusqu'à présent d'essayer de mettre plus de performance. À un moment donné, il fallait bien qu'il fasse quelque chose pour vraiment révolutionner le truc et prendre le pas sur AMD. Là, pour le coup, ils ont fait vraiment fort. Le résultat a permis à Intel de reprendre l'avantage dans plusieurs domaines stratégiques, surtout en gaming. Donc, la 12e génération est sortie en novembre 2021. C'était le premier processeur Intel à utiliser donc une gravure en 10 nanomètres, donc appelé Intel 7 pour des raisons de marketing. C'est surtout que c'était la première fois qu'Intel adoptait une architecture hybride. Donc les P-Core, c'était donc pour performance, des cœurs puissants pour les tâches lourdes. C'était des architectures Golden Cove, et les E-Core Efficiency, des cœurs légers, économes pour le multitâche. C'était des architectures Gracemont. Le Thread Director, donc c'était une technologie qui permettait à Windows de gérer intelligemment la répartition des charges entre les P-Core et les E-Core. Donc ça c'est plutôt original aussi parce que du coup c'est le système d'exploitation qui allait s'en charger et pas les processeurs. Les nouveautés aussi, c'était le support de la DDR5 jusqu'à 4800 MHz. Le seul défaut, c'est que quand ils ont sorti ça, du coup, ils ont un petit peu forcé tout le monde à passer à la DDR5 sans rétrocompatibilité avec la DDR4. Ça, c'était un petit peu pourri, je trouve. En tout cas, ça engage que moi. Le support du PCI Express Gen 5, ça, c'était une première. C'est eux du coup qui ont poussé vers la génération 5. Le TDP revu à la hausse par contre jusqu'à 241 watts. Donc là sans commentaire, hein. C'est des radiateurs. Une nouvelle plateforme aussi au niveau du chipset, c'était le 1700. Et une gravure du coup en 10 nanomètres comme je le disais. Le modèle du coup, c'est le phare, c'était i9 12900K, le meilleur modèle. 16 cœurs, donc 8 P-Core, 8 E-Core, 24 threads, fréquence boost jusqu'à 5,2 GHz et 30 mégaoctets de cache L3. Ils annonçaient 125 watts de TDP, mais en réalité c'était plutôt 240. Et du coup, sans plus tarder, on va vérifier tout ça avec des benches. On commence avec un graphique pour Cinebench R23 en multicœur. Le i9, donc le 12900K, 27 388 points
28 648 points pour le Ryzen 9. Donc là déjà on a vachement réduit l'écart en multicore par rapport au Ryzen. C'est encore en dessous, mais c'est pas ridicule. Le benchmark ensuite, ça sera du coup le Cinebench R23 mais en monocore. Le i9 12900K 20 points pour 1666 pour le Ryzen 9 5950X. En gaming, du coup, on va passer sur Cyberpunk 2077 en 1080p Ultra. Le i9 12900K faisait 189 FPS contre 169 pour le Ryzen 9. Et on terminera du coup avec les TDP 241 watts max pour le i9 contre 142 pour le Ryzen 9. Donc là, au niveau température, il n'y a pas photo, c'est vraiment pas terrible. Du coup, ensuite, on arrive donc en 2022. Intel sort leur premier GPU pour tenter de rivaliser avec Nvidia et AMD, les Intel Arc. Donc ça sera des cartes graphiques qui se voudront du coup beaucoup plus performantes que les iGPU intégrés dans les processeurs. L'arrivée des GPU Arc basés sur l'architecture Xi marque la première tentative d'Intel pour rivaliser avec les autres marques. La base donc des GPU Arc, c'était Xi qui était divisé en plusieurs variantes adaptées à différents usages. Donc on avait la XILP Low Power, donc c'était les iGPU dans les processeurs, les XIHP High Performance pour les data centers, le cloud gaming, etc., les XIHPC et les XIHPG High Performance Gaming. Donc c'est celles qui vont être présentes dans les ARC et en fait c'est des puces graphiques qui récupèrent, on va dire, le meilleur de chaque partie. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu quelques benchmarks pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc par exemple, donc on va partir sur la A770 vs une RTX 3060 Ti et une 6700 XT. Donc sur Cyberpunk 2077 en 1080p Ultra avec le ray tracing activé, on obtient 62 FPS pour la ARC, 58 pour la 3060 Ti et 55 pour la 6700 XT. Donc vous vous rendez compte que la Intel est vraiment pas dégueu. Shadow of the Tomb Raider 1080p Ultra, la A770 est à 124 FPS pour 140 pour la 3060 Ti et 142 pour la 6700 XT. Là du coup par contre elle est pas terrible. Sur Fortnite en 1080p en haut avec le XeSS activé, on a 185 FPS pour la ARC, 175 pour la 3060 Ti et 170 pour la 6700 XT. Là pour le coup c'est plutôt pas mal aussi sur ce jeu là. Et ensuite au niveau des TDP, donc les consommations en charge, la ARC elle est à 225 watts, la 3060 Ti elle est à 200 watts et la 6700 XT elle est à 230 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'ils vont encore de toute manière évoluer dans les années à venir, donc ça peut être vraiment intéressant pour l'avenir, en tout cas pour les GPU. Ils ont sorti depuis de nouvelles cartes, mais j'ai pas eu le temps de relever les données, et puis c'est surtout que je fais avec les moyens du bord. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour ce détail là, étant donné on va dire la complexité de la vidéo, mais je vous laisserai en juger en commentaire, n'hésitez pas. Du coup on arrive en 2023. Après Alder Lake et Raptor Lake, Intel passe à une nouvelle étape avec Meteor Lake. Donc c'est une architecture basée sur une conception modulaire grâce à la technologie Foveros. Donc on parle là d'une transition majeure vers une architecture chiplet comme AMD le font avec les Ryzen. Donc jusqu'à Meteor Lake, Intel utilisait une architecture monolithique, donc tout sur une seule puce. Et avec Meteor Lake, Intel du coup adopte une approche en blocs séparés appelée Tiles,
Donc c'est relié par la technologie Foveros. C'est un peu comme si on passait une maison en béton coulé à une maison en Lego, plus flexible et plus efficace. Moi ça me fait surtout penser que avant ils étaient séparés, puis ensuite ils remettent tout dedans, puis ils reséparent. Ok, on va voir ce que ça apporte. L'ère du chiplet du coup chez Intel. Donc Meteor Lake, 14e génération, c'est sorti en décembre 2023. Le premier processeur grand public d'Intel a utilisé une conception multi-chiplet appelée Tiles-based. C'est aussi la première génération à utiliser une gravure en 7 nanomètres appelée Intel 4. C'était du 4, donc 7 nanomètres. Ça contenait toujours les P-core et les I-core. Le nombre de cœurs était similaire à celui de Raptor Lake, mais avec une meilleure efficacité. Les I/O tiles, donc pour entrée-sortie, gravés en TSMC 6 nanomètres, ça gérait les connexions PCI Express 5, le Thunderbolt 4 et l'USB 4, et il y avait une amélioration du débit et de la latence. Il y avait le SOC tile, gestion de la consommation et IA, donc gravé en TSMC 6 nanomètres, inclut le NPU, donc Neural Processing Unit, pour l'accélération des tâches IA et une meilleure gestion de la consommation en idle et en charge légère. Donc les autres nouveautés majeures, c'était le support natif de la DDR5 5600 MHz et de la LPDDR5X pour les cartes graphiques, le PCI Express Gen 5 comme pour Alder Lake, le Thunderbolt 4 et l'USB 4, la prise en charge native de Windows 11 Copilot avec l'accélération IA et une consommation réduite en basse charge grâce à l'optimisation des tiles. Donc le meilleur modèle c'était le Core Ultra 9 185H et on va venir du coup l'opposer au Ryzen 9 7940HS pour voir un petit peu ce que ça donnait. Pour cette génération Meteor Lake, le Core Ultra 9 185H dans Cinebench R23 en multicore nous sort un score de 19 480 contre 18 360 pour le Ryzen 9. Là enfin Intel arrive à renverser la vapeur, c'est plutôt cool. On va passer au score en monocœur. Donc le Ultra 9 fait 2152 points en monocœur contre 2040 pour le Ryzen 9. Là encore il l'emporte. Sur Cyberpunk 2077 en 1080p Ultra, le Ultra 9 fait 132 fps contre 126 pour le Ryzen 9. Victoire de Intel encore une fois. Et les consommations, le Ultra 9 fait 95 watts et 65 pour le Ryzen. J'ai envie de dire, étant donné qu'il gagne à chaque fois, là pour le coup on n'est même pas à 100 watts. Ça reste correct. Même si on a atteint les 100 watts, même les 120 watts, honnêtement c'est pas dérangeant quoi. Ça reste des performances vraiment acceptables et pour le coup c'est totalement justifié. Et là Intel sont vraiment revenus en force quoi. Bon voilà, je pense qu'on a fait une jolie visite du musée Intel de sa création jusqu'à nos jours. Petit rappel du coup sur les technos et choses clés d'Intel. Donc la loi de Moore qui était la prédiction selon laquelle le nombre de transistors double tous les 18 à 24 mois. C'est toujours valable de nos jours mais en partie. Elle n'est pas morte mais en partie. L'hyper-threading, la technologie de traitement simultané des threads, a apparu avec le Pentium 4. Le Turbo Boost aussi, l'augmentation dynamique de la fréquence du processeur. Et Intel Xe, les architectures GPU du coup dédiées pour le gaming et le calcul. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Surtout que j'y ai mis beaucoup d'heures et de travail. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Ce que vous aurez amélioré ou ce que vous auriez fait autrement ou autre, si vous avez des suggestions. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.